Qui aurait pu imaginer que le chemin pouvait se faire aussi facilement et simplement? Est-ce que celui qui l'imagine peut lever la main? Ok. Pour vous, c'était facile dès le départ? Oui. Et pourtant, vous avez tous appris à écrire, à lire. Si vous deviez recommencer aujourd'hui, vous vous demanderiez comment est-ce que vous pourriez le faire. Pourtant, vous l'avez fait sans savoir exactement comment vous le faisiez. Moi, je suis ravi des gens avec qui j'ai travaillé, vous tous que j'ai observé, même si je n'ai pas travaillé particulièrement avec vous, de voir un petit peu ces émotions, comment vous êtes allés les chercher, comment vous les avez acceptées. Puis en même temps, je vous écoute parler, et puis il y a une résonance aussi à l'intérieur de moi. Je vois les histoires que vous vous racontez toute la journée. Passez votre temps à vous dire, oui, mais lui, il m'a regardé, il a fait... Et si ça se trouve, il est en train de... Je pense qu'il faudrait que je sois comme lui, il voudrait me voir, et je pense qu'il voudrait me voir comme je ne suis pas là maintenant, donc je vais essayer d'être que... Imaginez des fois, one-to-one, c'est tellement compliqué. Alors quand on se retrouve à une dizaine, et juste à deux, en sachant que l'autre pense exactement la même chose de l'autre côté. Des ancrages. On a parlé des ancrages toute la journée. Alors les ancrages, bien sûr, ce sont nos souvenirs. Monique, hier, vous parlez d'Antonio Damasio, qui est un célèbre neurologue, un des plus grands neurologues aujourd'hui, qui a la capacité, en tant que neurologue, d'aller chercher dans la philosophie ce qui pouvait se faire. Donc elle a parlé de Descartes. Il a écrit un livre avec les travaux de Descartes, et puis un autre avec Spinoza. Spinoza, qui était un homme d'église, qui lui disait le contraire de Descartes. Descartes, ils avaient 32 ans d'écart, je crois, dans les années 1500. Il disait au contraire que le corps et l'esprit étaient totalement liés. Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'il a été exclu de l'Église, parce que l'Église ne pouvait pas le considérer que c'était une réalité. Donc Spinoza, en travaillant sur ce schéma-là, a fait des tests. Et ils ont découvert que les ancrages, en fait, ne sont pas là. Ils sont là, dans tout notre corps. Chaque stimuli, chaque vibration qui peut arriver de l'extérieur, elle vous percute. Vous la recevez, elle va remonter le long de votre colonne vertébrale pour aller dans votre système limbique, puis les amygdales, pour aller chercher quel souvenir ça vous rappelle. Le cerveau, en fait, c'est un gros imbécile, c'est un idiot, c'est un ordinateur qui ne fait qu'interpréter les stimuli qu'on va lui rapporter. Il a même défini que le corps percevait 125 millièmes de seconde le stimuli qui était arrivé avant que ça arrive dans le système limbique. Ça veut dire que c'est votre corps qui transmet les informations de ce que vous pouvez ressentir. C'est dingue ça, hein? C'est votre corps. Ah, vous avez vu, on a travaillé les ancrages aujourd'hui, en hypnose, on se base beaucoup bien sûr sur ces ancrages-là. Et on va beaucoup plus travailler sur le corps que sur le cognitif. D'ailleurs, très souvent, les gens me disent « Wow, vous avez une belle voix, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. » Moi, je le rassure parce que des fois, je ne sais pas ce que je suis en train de raconter non plus. C'est comme si moi, j'étais déjà parti ailleurs. Alors, c'est ce que j'essaye de me dire depuis que j'ai commencé à faire du développement personnel. Je reviens à toutes ces histoires, tous ces ancrages que notre corps prend, tous ces regards qu'on va mal interpréter, tous ces mots, toutes ces petites choses sur lesquelles on va s'arrêter toute la journée et qui vont nous apporter un poids. Au lieu d'être dans l'instant, de prendre du plaisir en famille, on est déjà en train de penser à nos collègues de travail ou à un conjoint qui nous a dit tel mot. Pourquoi il nous a dit ça? J'ai observé son regard, qu'est-ce qu'il voulait dire dans tout ça? On se charge d'une souffrance qui ne nous appartient même pas. Et ensuite, quand on le voit ou quand on lui téléphone, simplement, on se rend compte que l'autre n'a pas perçu la même chose. Et puis que notre comportement, nous, ne va pas nourrir le comportement de l'autre. Notre colère ne va pas nourrir la colère de l'autre si on n'est pas en colère. Une règle du jeu qu'on installe les uns avec les autres. Le rôle dans lequel nous rentrons. Comme si nous n'étions pas capables d'avoir notre propre identité, d'enlever nos masques. Toutes ces choses qu'on peut percevoir tous les jours. Vous savez, c'est 5 à 9 choses que notre conscience essaye de traiter régulièrement. Alors, si on en prend une ou deux qui va durer dans le temps, eh bien, il ne nous reste plus beaucoup de choses à penser. Et comme la seule chose qui existe est celle que l'on regarde,
et ben on va finir par devenir cette pensée. Il y a quelques années, je suis rentré dans une école qui s'appelle Coaching Québec. Le père fondateur de cette école, Dieu ait son âme, Nicolas Béfort. Non, pourquoi je parle comme s'il était mort? Nicolas a découvert le Japon, il devait avoir 13 ans. Il est tombé en amour par cette sérénité, par tout ce que peut apporter une autre culture, cette ouverture, cette capacité à pouvoir accepter tout ce qui se passe autour sans pouvoir le juger. Mais moi, je suis qu'un être humain, comme vous tous d'ailleurs, donc on se basait sur des choses qui n'étaient pas particulièrement importantes. Le cerveau a tendance à toujours retourner son regard vers le négatif, 30% de plus que le positif. On a tendance à aller chercher beaucoup plus le négatif que le positif. Vous savez, quand vous rentrez ce soir à la maison, alors c'est bien passé ta journée, ouais super, ouais mais alors il y a l'autre connasse là. Ça, moi je ne supporte plus, et puis, ouais mais est-ce que tu as passé une bonne journée, qu'est-ce qui était bon? Ah ben, ouais c'était bon, une bonne journée. Ouais mais en fait à midi je suis allé manger chez un chinois, là je suis pas bien, je suis mal. On est toujours en train de relever le négatif. 30% de plus que le positif. On est parti 4 jours avec Coaching Québec pour faire une espèce de retraite. Et Nicolas ne l'avait pas dit, il est venu avec un homme, 88 ans, maître Do-san. Il nous l'a ramené du Japon, on ne savait même pas, une surprise pour nous. On savait qu'il était maître Kendo, vous savez, le bateau, hein. Ah, et il vient, et pendant 4 jours, il ne nous parle pas. Nous, on essaye de rentrer en contact avec lui, mais il ne nous parle pas. Un maître, un vrai maître japonais. Et le dernier soir, il est à table avec nous. On a voulu lui faire plaisir, on a sorti des baguettes, on essaye, mais moi j'ai rien pu manger ce soir-là. Et je lui dis, Maître Do-san, j'aimerais savoir, c'est quoi votre retour sur ces 4 jours que vous avez passés avec nous, par rapport à notre culture, par rapport à notre façon de nous exprimer, nos pensées. Maître Do-san lève la tête, nous regarde et il nous dit, texto. Non, pourquoi vous riez, vous le connaissez? Non? Il nous dit, votre culture est particulière. J'ai mis des années à le comprendre. Maître Do-san nous dit, quand j'avais 15 ans, mon maître, Kendo, a décidé de m'emmener faire une marche, un apprentissage. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que cette marche allait durer 500 km. Un matin, il m'a dit, fais ton baluchon. J'ai fait mon baluchon et je suis parti sur la route avec lui. Imaginez, vous partez faire une randonnée, mais vous ne savez pas combien de temps vous allez marcher. Au début, vous y allez tout livré. Et puis, vous découvrez le soleil, la chaleur, les mal aux pieds, les mal aux hanches. Ces moments de déprime, ces moments où vous avez envie de tout arrêter. Vous transpirez, puis la pluie, le froid, le mal de dos. Mon maître m'a fait marcher jour et nuit. On traversait les villages, les montagnes, dans la souffrance. Il ne parlait pas. C'est comme si il m'expliquait que dire n'était pas entendu, mais montrer. Je pouvais comprendre les choses. On a marché pendant des semaines. Et à un moment donné, on était dans un village, à flanc de montagne. Il pleuvait à averse. Je sentais l'eau tomber sur la tête. J'avais l'impression qu'elle rentrait à l'intérieur de mon cuir chevelu. J'avais les épaules très très lourdes. Comme si, entre mes jambes et mes pieds, les genoux avaient complètement disparu. Comme s'il me manquait un bout quelque part. Je marchais sans savoir pourquoi je marchais. Je ruminais mes histoires, mes pensées. Et mes maîtres avançaient. Dans ce petit village, il pleuvait tellement qu'il y avait de la boue partout. Et il y avait des petits trottoirs en bambou. Alors on est monté sur les trottoirs en bambou. Ces bambous faisaient mal aux pieds, j'étais pieds nus. Rappelez-vous la première fois où vous avez marché sur des cailloux. Ou peut-être hier, simplement. Cette douleur de perdre l'équilibre, d'être un peu perdu dans sa tête, perdu dans son corps. On était sur ce trottoir en bambou et il y a une petite échoppe qui était là. Et là est arrivée une voiture en porteur. Vous savez, cette petite voiture en bambou, avec une personne assise à l'intérieur, 2 gros bambous qui dépassent de chaque côté, 4 personnes tiennent le bambou court pour porter cette femme qui est à l'intérieur du haut monde.
La voiture en bambou s'arrête juste devant nous, juste devant le maître et moi, et c'est le magasin qui était là. Le rideau s'ouvre et à l'intérieur, une femme du haut monde qui nous regarde dédaigneusement. Elle va pour descendre, mais il faut qu'elle mette le pied dans la boue. Elle se retire, elle fait un bon mètre. Et elle lui montre le seuil. Je vois mon maître avancer, je lui attrape le bras. Mon maître gentiment se dégage du bras, se met à genoux dans la boue. La femme lui monte sur le dos. Elle descend sur le trottoir. Elle se retourne, elle le regarde d'un air dédaigneux. Comment est-ce qu'elle a pu oser mettre ses pieds sur ça? Elle rentre dans mes chocs, je suis furieux. Je m'en souviens, je dis à mon maître, maître, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Ce non-respect, même pas un merci, elle vous a regardé comme si vous n'étiez rien. Le maître se relève et me dit, je me souviens, je suis furieux. Je suis colère, j'ai envie de rentrer dans les chocs. J'ai envie de lui expliquer à cette femme qu'elle n'est pas différente des autres. Cette colère que j'exprime, j'ai envie qu'elle la vive. Le maître commence à marcher et je suis derrière. Maître, il faut qu'on en parle, on ne peut pas laisser ça comme ça, maître. Arrivé le soir, on s'installe sous un arbre, il fait un petit feu. Il me sort des grillons à manger. Et je le regarde, je lui dis, maître, maintenant, est-ce que c'est le temps d'en parler? Le maître me dit, parler de quoi? De ce qui s'est passé ce matin, la réaction de cette femme, comment est-ce qu'elle a pu oser? Et le maître lui dit, moi je l'ai porté pendant 2 secondes, toi tu l'as porté toute la journée. Prenez le temps de vous demander, qu'est-ce que vous portez avec vous qui ne vous appartient pas? À quoi sert de vous raconter toutes ces histoires, si ce n'est que vous faire régresser? Ce qui nous fait perdre du temps sans cesse, vous empêche d'observer ce qui vous entoure. Comme si on devait jouer un rôle qui nous était destiné. Dans ce rôle, il y a une règle du jeu qu'on connaît tous, personne ne vous oblige de le jouer. Dernièrement, j'ai dû lire que... Je sens que je vais me faire huer, Nicolas. Que les femmes mettaient 90 secondes le matin devant leur garde-robe pour savoir quel rôle elles avaient joué. 90 secondes, moi j'en doute franchement, je ne suis pas... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez mettre un tailleur, femme d'affaires? Est-ce que vous allez vous mettre en sportif? Est-ce que vous allez être en tout mou? Est-ce que vous allez vous baigner en maillot de bain? 90 secondes pour décider qui vous allez être aujourd'hui. Imaginez, demain matin, quand vous serez devant votre placard, qu'à côté il y a un autre placard, plus fin. Vous allez ouvrir ce placard, et là il y a des masques. Décidez si vous êtes l'homme ou la femme d'affaires, si vous êtes l'homme ou l'amante, si vous êtes la mère ou le père, si vous êtes la personne en colère, heureuse, joyeuse, la frustrée, celle qui vous raconte des histoires. Vous pourriez prendre une valise, la poser, mettre les masques de la journée dedans. Et puis vous pourriez décider peut-être de mettre aucun masque. D'accepter que votre maturité, que vos connaissances, que les apprentissages que vous faites chaque jour, à chaque instant, vous appartiennent. Et ces apprentissages qui vous appartiennent, vous ne pouvez pas les offrir aux autres. Vous pouvez juste leur laisser faire leurs propres apprentissages. Et vouloir vous arrêter sur certaines choses qui ne vous appartiennent pas, ne font que les handicaper plutôt que de les accompagner. Maître Dawson m'a donné une vraie leçon. Et je pense qu'il donne des leçons à tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour avancer, il n'y a pas d'âge pour construire, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se dire pardon, je n'ai pas fait exprès, j'en suis désolé, j'ai compris la leçon. Il n'y a pas d'âge pour évoluer, quelle que soit la matière dans laquelle vous investissez. Il y a un homme qui a retenu la sagesse de Maître Dawson. Cet homme a décidé de faire le même parcours que Dawson. Il va faire Tokyo-Kyoto, 500 km, un peu plus d'1 mois. Cet homme a décidé de faire ça pour ses 50 ans. Et puis, en même temps, de faire un don pour une association qui s'appelle Continent Pluriel, qui s'occupe justement des enfants nés
pour leur apporter le minimum de confort, le minimum d'apprentissage pour pouvoir avoir toute la chance de se battre dans leur vie. Alors, allez voir sur Internet. Ça va se passer au mois de novembre et moi je vais soutenir cet homme et j'espère que vous allez le faire aussi. Cet homme, c'est le père fondateur, c'est Nicolas Beaufort. Et je voudrais remercier toute l'équipe qui est là, parce que je ne vous en parlerai pas, mais j'aimerais vous remercier beaucoup et 1000 fois. Je vais leur laisser le micro. Je n'ai pas entendu la cloche, je suis dans les temps. Ça fait un moment qu'ils ont envie de sonner. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre évolution, vraiment. Karine, hier, il y a quelqu'un qui lui a posé une question, est-ce que vous nous analysez tout le temps? On n'analyse pas d'abord. La PNL et l'hypnose, on ne fait pas la PNL et l'hypnose, on devient PNL et hypnose. Donc, moi je vais vous dire, si le mot analyser, c'est percevoir comment vous fonctionnez, voilà, moi je le fais tout le temps. Mais je ne le fais pas exprès, c'est totalement intégré, comme vous savez marcher, comme vous savez digérer. Plus vous allez le faire, plus vous allez pratiquer même entre vous, avec votre famille, sans leur dire ce que vous êtes en train de faire. Et bien, vous ferez de la PNL et de l'hypnose, et vous allez devenir des PNListes. Vous allez ouvrir les autres à votre champ de bataille, le développement personnel, en leur laissant leur propre liberté. Je vous remercie de votre écoute, et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Là, je vais prendre ma vraie voix, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était ma vraie voix. Elle est là, ma vraie voix. Mais on m'a dit, si tu parles comme ça ne marchera jamais. Donc. On va faire une pause de 15 minutes. Ah, vous préférez l'autre? Alors... Donc il est 3h05, à 3h20. On se retrouve ici. Petite pause, ça marche? Allez, hop, on y va.